Bienvenue à la 15e édition des ANED. Je suis Baptiste Fouquet et je serai l'animateur de cette conférence qui va toucher au volet social du développement durable et plus précisément à l'alimentation. Donc, comme vous le savez, l'école est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ANED font partie maintenant des rendez-vous incontournables en termes de développement durable à TBS. Ainsi, sans plus tarder, je vous présente Aurélie Racine, qui est directrice de la Banque alimentaire à Toulouse, et donc qui va nous parler du problème alimentaire dans le bassin toulousain et en France. Avant de lui passer la parole, je vous demande donc de ne pas allumer vos caméras. La conférence se déroulera en deux temps, donc il y aura une première partie de 30-35 minutes d'intervention d'Aurélie, puis 15 minutes ou 10 minutes en fonction du temps de la conférence de questions-réponses. Donc, les questions, vous pouvez me les poser via le chat et je les dirai dans le temps imparti. Aurélie, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de nous donner la possibilité de parler de l'association Banque Alimentaire sur un moment très fort en plus de notre vie, en plein confinement. Donc, merci à toute l'organisation d'avoir maintenu l'événement, parce que c'est vrai qu'on devait se voir en vrai, mais là, on va se voir par visio et c'est quand même très important de maintenir ce cap-là. Donc, moi, je me présente déjà, je m'appelle Aurélie, je suis une ancienne de TBS. J'ai fait ma carrière dans la grande distribution alimentaire et après dans la mode. Et je suis directrice de la Banque alimentaire depuis une année. J'ai été recrutée justement pour professionnaliser la banque alimentaire avec ce que veut dire professionnaliser dans le meilleur sens du mot, puisque c'est organiser le travail pour qu'il se fasse de la meilleure manière et qu'on puisse bien rendre service au plus grand nombre. Donc, on va voir un petit diaporama avec quelques slides pour vous donner quelques grands chiffres de la banque alimentaire, de ce qu'on fait, de nos métiers. Je vais essayer d'être le plus clair sur notre fonctionnement. Et puis, après, vous pourrez me poser toutes les questions qui vous semblent pertinentes pour éclairer encore plus la mission de la banque alimentaire. Voilà, donc on peut commencer, Baptiste, si vous voulez, par le premier slide. Donc voilà, donc la Banque alimentaire de Toulouse et sa région, ensemble aidons l'homme à se restaurer, c'est la phrase pour toutes les banques alimentaires de France. C'est notre guide de conduite, c'est la phrase sur laquelle on s'appuie. Donc la mission de la Banque alimentaire, c'est d'abord lutter contre la précarité alimentaire. Donc, c'est s'assurer via notre travail que les gens qui sont en difficulté financière puissent avoir accès à l'alimentation de manière digne et de manière équitable. Pourquoi ? Parce que juste distribuer de l'aide alimentaire, aujourd'hui, ça ne peut pas suffire. On peut venir en aide aux gens, on peut les aider à passer un moment difficile, mais il faut le faire avec équité et avec dignité. Donc, c'est notre principale mission. Quand on dit restaurer les hommes, bien, il y a l'aspect au sens propre et physiologique, les aider à manger, mais aussi les aider à se relever. Notre autre mission, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire. À la Banque alimentaire, nous, on ne va jamais, sauf, je fais une parenthèse pendant le Covid, puisque là, on a été dans l'obligation pour venir en aide aux plus nombreux de faire des achats. Mais au quotidien, la Banque alimentaire n'achète pas de denrées alimentaires. On va aller collecter partout où des industriels, la grande distribution, des producteurs, l'industrie agroalimentaire, etc., vont avoir des stocks, des surstocks à donner. Donc, pour prendre un exemple, vous avez des ramasses dans les grandes surfaces tous les jours de produits frais, par exemple, qui vont arriver en date limite de consommation et qui vont être donnés avant d'être jetés sur le supermarché. Mais vous pouvez aussi avoir dans l'agroalimentaire une chaîne de yaourt où finalement le yaourt 0% a été étiqueté 20%.
Donc, ils ne vont pas spécialement réétiqueter tous les yaourts, ils vont nous donner la palette qui a été mal étiquetée. Vous pouvez avoir un problème d'agréage sur des fruits et légumes. Vous avez un acheteur qui attend des pommes avec un tel calibre. Les pommes arrivent avec un calibre qui n'est pas le bon, qui ne correspond pas au cahier des charges. Dans ces cas-là, les pommes sont refusées et on peut nous les donner. Donc, c'est notre métier de base et c'est pour ça que nous, on est basé avenue de Fronton sur des entrepôts et on a des entrepôts logistiques. On a vraiment des process d'une industrie, d'un entrepôt classique de supermarché. Voilà. Ensuite, on va, nous, avoir pour mission d'accompagner nos associations partenaires, puisque nous, on a vocation à exister que parce qu'il y a des associations qui ont besoin de venir s'approvisionner à la banque alimentaire pour ensuite aller distribuer en direct des denrées alimentaires à des bénéficiaires. Ça, c'est aussi ça fait partie de l'ADN de la banque alimentaire. Nous, sauf en cas d'urgence, on ne va pas voir les bénéficiaires. On va au-devant des bénéficiaires, comme quand il y a une urgence sanitaire, comme pendant la crise Covid, où on peut ouvrir des points de distribution d'urgence. Mais sinon, notre métier reste bien un métier de collecteur et un métier de logisticien. Voilà. On peut passer à la slide suivante, si vous voulez bien. Voilà, ça, on l'a parlé. Voilà. Donc, aujourd'hui, la Banque alimentaire de Toulouse, elle s'inscrit dans les grandes banques alimentaires de France et sur le territoire métropolitain et sur les DOM, puisqu'il y a 79 banques alimentaires. Ça correspond environ à une banque alimentaire par département. La banque alimentaire, la première a été ouverte il y a 35 ans à Paris. Et la Banque alimentaire de Toulouse, à titre d'exemple, a fêté ses 33 ans l'année dernière. Donc, c'est vraiment une vieille banque alimentaire. Sur le réseau national, ça correspond à 2 millions de bénéficiaires, 230 millions de repas distribués chaque année. Et vous voyez bien 1 115 tonnes de denrées récupérées. C'est un chiffre qui est assez vertigineux, sachant que toutes les banques alimentaires ont un fonctionnement qui leur est propre, parce que chacune sont organisées en loi 1901, mais que pour être plus percutant sur le réseau, on appartient à la Fédération française des banques alimentaires. Le principe étant qu'on ait notre autonomie au quotidien, mais que par contre, on ait des services supports, donc ça peut être de la formation, ça peut être les ressources alimentaires qui peuvent être négociées sur le réseau national, donc voilà, qui sont supportés par la fédération qui est à Paris. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous, à proprement parler, à Toulouse, donc on a un dépôt qui est aussi notre siège, donc qui est pas très loin de l'école, puisqu'il est avenue Fronton au nord de Toulouse. Depuis mars 2020, donc depuis le Covid, on a 20 000 bénéficiaires par semaine. Donc en gros, pour être très concret, le Zénith de Toulouse, c'est à peu près 30 000 places. Bien 2/3 du Zénith sont remplis de bénéficiaires d'aide alimentaire. C'est l'équivalent de 280 000 repas distribués chaque semaine, environ entre 100 à 150 tonnes de denrées collectées par semaine. On agit sur le département de la Haute-Garonne, mais on agit aussi sur le Tarn-et-Garonne et sur l'Ariège. Donc, quand je dis on agit, ça veut dire qu'on a des associations partenaires qui sont sur ces départements-là et qui viennent au dépôt récupérer des denrées alimentaires pour pouvoir les donner à leurs bénéficiaires. On peut passer au slide suivant. Donc, pour vous donner les chiffres clôturés de l'année dernière, donc avant l'épisode Covid, en 2019, on était à 36 000 bénéficiaires sur l'année, puisqu'il y a des bénéficiaires qui ne vont pas rester une année pleine dans l'aide alimentaire. C'est vraiment, pour rappel, le concept de l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, elle ne doit pas être elle n'a pas vocation à durer. Elle est vraiment, elle est déterminée, elle est définie pour être un coup de pouce pour des gens qui sont
en difficulté. Donc, elle doit être un point d'entrée, mais elle ne doit être qu'un point d'entrée. Quand une association distribue de l'aide alimentaire, elle va forcément essayer d'aider le bénéficiaire sur d'autres pans de sa vie personnelle ou professionnelle. Ça peut être l'aider à avoir accès au droit à la santé. Ça peut être aider les enfants sur le décrochage scolaire. Ça peut être tout un tas de missions qui vont être amenées avec cette aide alimentaire. Donc bon, pour les chiffres qui sont, pareil, assez parlants, 3 825 000 repas sur une année, 2 000 tonnes de denrées, ce qui fait environ 6 350 000 € de nourriture redistribuée. Voilà, on peut passer au slide suivant. Donc là, par contre, ce sont des chiffres auxquels nous tenons énormément, puisque c'est un peu le descriptif type de nos bénéficiaires. Donc, j'espère que vous voyez bien, on a environ 52% de femmes et 48% d'hommes. Donc, ça dénote que la précarité, elle touche bien autant les hommes que les femmes. On a, dans nos 20 000 bénéficiaires, 5% qui ont entre 0 et 3 ans, 18% entre 4 et 14 ans et 29% entre 15 et 25 ans. Alors, si on cumule les moins de 25 ans, vous avez plus de la moitié des bénéficiaires qui ont en dessous de 25 ans. Donc, ça veut dire que ce sont des publics en difficulté qui ne peuvent pas se débrouiller par eux-mêmes et avoir accès à une alimentation équilibrée par eux-mêmes. Et j'insiste sur ce chiffre parce que vous êtes dans cette tranche d'âge-là. Donc nous, on est très concernés par la précarité étudiante, par les difficultés que les étudiants peuvent rencontrer de plus en plus aujourd'hui, quelles que soient leurs origines, leur niveau social, le niveau social de leurs parents, peu importe, c'est une précarité qui grandit. Mais c'est aussi l'idée de se dire que quand on a moins de 25 ans et qu'on se retrouve en précarité alimentaire, on ne construit pas sereinement l'avenir. On ne peut pas se concentrer sur ses études. On ne peut pas se dire ils peuvent se débrouiller pour trouver un petit boulot. Ce n'est pas vrai. Donc, nous, voilà, on a un soin particulier dans les actions qu'on va mener parce qu'on sait que quand on trie des pommes sur le dépôt, il y a une chance sur deux pour que la pomme qu'on vient de trier, elle aille dans la main d'un jeune de moins de 25 ans, d'un enfant. Voilà, donc c'est une vraie mission et c'est une vraie responsabilité qu'on prend tous les jours parce que, je le répète, mais l'aide alimentaire, c'est pas juste donner de la nourriture pour se dire c'est bon, on a aidé des gens. Il y a bien plus que ça derrière. Il y a vraiment une question de respect et de dignité des personnes qui vont se retrouver dans un moment extrêmement difficile de leur vie. Voilà, donc globalement, nous, on sait que nos bénéficiaires, ce sont des travailleurs, des familles monoparentales, des retraités et des étudiants. Voilà. Donc ça aide aussi à sortir un peu du cliché des années 80 de l'aide alimentaire. Elle n'est que pour les personnes qui sont dans la rue ou SDF. Elle ne l'est pas que pour ces personnes-là qui sont effectivement dans de grandes difficultés. Elle l'est aussi pour des gens comme vous et moi qui travaillons, qui quelquefois avons un loyer, des charges et qui ne pouvons malheureusement pas finir le mois. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, qui travaille à la banque alimentaire? Donc c'est une association, mais qui est aussi un employeur. Donc on a environ 100 bénévoles. Nos bénévoles, 100 bénévoles, on va dire, impliqués au quotidien. Ces bénévoles-là, ils vont nous aider sur les métiers du dépôt. Donc ça peut être préparateur de commandes, ça peut être chauffeur, aide-chauffeur, ça peut être gestionnaire informatique. Et puis ils vont nous aider dans les services support, puisqu'on a la partie productivité, mais on a aussi toute la partie des informatiques, on peut avoir communication, on peut avoir référent école, on a prospection de nouveaux donateurs, prospection de mécènes, organisateur d'événements.
Voilà, donc tous ces bénévoles-là, de tous les âges, de toutes les nationalités, de tous les milieux sociaux vont venir bien renforcer les rangs du personnel de la banque alimentaire pour justement continuer à soutenir cette action. Ensuite, on a 8 salariés qui sont globalement des salariés qui vont encadrer l'aspect logistique et l'aspect fonctionnel. Donc, pour être plus précis, on va avoir un responsable entrepôt, des encadrants techniques qui sont comme des adjoints de l'entrepôt. On va avoir de la gestion, de la comptabilité, des ressources humaines, une direction. Et ces salariés-là sont là aussi pour garantir que le travail puisse se faire, qu'il y ait ou non des bénévoles, puisque c'est un peu le danger des associations comme la Banque alimentaire, mais globalement comme toutes ces grandes associations qui ont grossi au fil des années, puisque pour rappel, quand la Banque alimentaire a été fondée dans les années 80, tout comme les Restos du Cœur, tout comme le Secours catholique ou ces grandes entités, le travail devait, enfin la mission devait être de courte durée. Quand les banques alimentaires ont été fondées, elles pensaient qu'elles allaient aider sur l'alimentation pendant les quelques années de crise des années 80. Et vous voyez que 33 ans plus tard, elles sont non seulement toujours des actrices incontournables de l'aide alimentaire, mais qu'en plus, elles sont passées de tout petits fonctionnements à des fonctionnements d'entreprise. Donc, on a, en grossissant, on a dû aussi se structurer et mettre des salariés en poste pour garantir la mission et nous assurer qu'elle soit vraiment efficace au quotidien. Nous, à Toulouse, on a une spécificité. On a 30 salariés en insertion professionnelle. Alors, c'est un contrat qui est assez atypique, que certainement, pour la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas spécialement. Alors, ce sont des personnes qui sont en CDD, comme les CDD que vous connaissez, mais qu'on appelle CDDI pour insertion. C'est un contrat entre nous, l'État et le département pour accueillir des personnes qui sont très loin de l'emploi. Donc, pour être très loin de l'emploi, ça peut être un décrochage personnel, ça peut être un accident de la vie, ça peut être un burn-out, ça peut être des gens qui sortent de prison, ça peut être des gens qui se sont drogués, des mamans ou des papas qui ont travaillé, puis qui ont pendant très longtemps, qui se sont occupés de leurs enfants et qui ont besoin de se remettre en piste. Voilà, c'est plein de personnes qui sont tout aussi différentes les unes que les autres, mais qui ont cette motivation à reprendre le chemin d'un travail long et durable. Nous, on les a avec nous sur un temps qui va de 4 mois au minimum à 2 ans au maximum. Et on les aide à lever les freins qui les retiennent loin de l'emploi. Comme frein, vous pouvez avoir quelqu'un qui est très motivé à travailler, mais qui vit dans sa voiture. Eh bien, en vivant dans sa voiture, il ne va pas pouvoir aller passer des entretiens et avoir une possibilité d'aller sur des CDI ou sur du travail sur du long terme. Donc, le frein, ça va être trouver un logement. Vous pouvez avoir voilà, tout ce type de freins qui vont aussi... pardon, excusez-moi. Il y a un téléphone qui sonne. Je vous prie de m'excuser. J'ai une de mes collaboratrices, excusez-moi, qui a laissé son téléphone dans mon bureau et qui vient de sonner, pardon. Donc, voilà, tous ces freins qui vont être connus à leur entrée sur le champ d'insertion, nous, on a pour mission de les aider à les lever. Et puis, on a aussi la mission de les réentraîner à travailler correctement. Donc, ça peut être apprendre le métier, ça peut être se lever, ça peut être justifier de ses absences. Voilà, toute la partie, on va dire, plus classique du monde du travail qui va nous incomber pour vraiment les amener vers de l'emploi durable. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, pour qui on travaille? Nous, si on allait juste collecter des denrées alimentaires sans avoir des associations partenaires qui s'occupent des bénéficiaires, on serait
une centrale de déchets, une centrale de collecte de déchets. Or, nos associations, c'est bien pour elles qu'on travaille. C'est vraiment nos... Alors, je le mets entre guillemets parce que ce sont des partenaires, mais ce sont nos clients. C'est-à-dire qu'on se lève le matin pour leur apporter un service et qu'elles, à leur tour, elles puissent apporter le service auprès des bénéficiaires. Donc, la répartition, c'est environ 78% de nos associations qui sont des entités à part entière et autonomes. Donc, pour faire de l'aide alimentaire, pour être habilité à aider des personnes démunies, vous devez absolument déposer une demande en préfecture. Et c'est uniquement en préfecture, la préfecture qui décidera si vous êtes habilité ou non à pouvoir faire de l'aide alimentaire. C'est beaucoup pour un souci d'équité et pour un souci de justesse et de justice. Tout le monde ne peut pas faire de l'aide alimentaire et l'aide alimentaire surtout ne doit pas devenir un enjeu de prise de pouvoir ou de prise de prise de pouvoir sur autrui. Si vous avez une association qui distribue de l'aide alimentaire mais qui, en contrepartie, demande des choses à leurs bénéficiaires ou s'en sert comme moyen de pression, c'est plus d'aide alimentaire, c'est plus du don, c'est autre chose et ça peut être dangereux. Donc, n'importe qui ne peut pas spécialement coordonner de l'aide alimentaire. Au demeurant, pour monter une association qui va faire de l'aide alimentaire, eh bien, il y a un dossier à remplir, à déposer en préfecture, il y a une association à monter, voilà, créer son bureau, avoir un local, et ensuite respecter certaines règles, surtout en termes d'hygiène et de sécurité alimentaire, pour pouvoir distribuer de l'aide alimentaire. Ensuite, on a 18% de nos associations qui sont des grands réseaux nationaux. Donc, par exemple, nous, viennent s'approvisionner chez nous la Croix-Rouge, le Secours catholique, Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, ces grosses têtes de réseau qui n'ont pas spécialement de plateforme logistique et n'ont pas spécialement vocation à collecter les denrées, mais qui ont vocation à redistribuer des colis alimentaires ou des repas à des bénéficiaires. Et enfin, on a 10% environ de nos partenaires qui sont des CCAS. Donc, c'est des mairies qui vont ouvrir un service aide alimentaire sur leur commune et qui vont s'organiser de telle sorte de mettre en place des distributions alimentaires. Donc, c'est pareil, ils sont totalement autonomes. Et une petite parenthèse, les CCAS, à partir du moment où ils sont CCAS, ils peuvent faire de l'aide alimentaire sans avoir besoin de cette habilitation, de cette fameuse habilitation. Voilà, on peut passer au slide suivant. Donc, le fonctionnement de la banque alimentaire, on va avoir là plusieurs, donc là c'est nos approvisionnements, qui nous donnent et pourquoi. Donc, d'abord, nous, on fait partie des réseaux distributeurs du FEAD. Alors, le FEAD, c'est le Fonds européen d'aide aux plus démunis. C'est une grande enveloppe européenne qui est ensuite répartie par pays. Et chaque pays va redistribuer en fonction du nombre de bénéficiaires ces fonds-là. Donc, nous, on a une enveloppe nationale France qui est donnée à la Fédération française des banques alimentaires qui va ensuite nous donner une dotation pour Toulouse en fonction du nombre de bénéficiaires de Toulouse. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, nous, ça représente entre 400 à 500 000 euros. Mais ça n'arrive pas en argent, ça arrive en termes de denrées alimentaires. Nous, une fois par an, on va faire notre campagne de commande auprès de notre fédération et on va dire, voilà, au vu de ce que nous, on arrive à collecter sur Toulouse, on va vous acheter dans les 400 000 euros, on va commander 25 palettes de haricots verts, 20 palettes de coquillettes, 20 palettes de semoules, etc., etc. Ce fonds européen, il est là pour garantir que n'importe qui soit dans la précarité alimentaire puisse manger correctement et respecter l'équilibre alimentaire.
Donc, globalement, qu'est-ce qu'on a? On a des féculents, donc semoule, riz, coquillettes, purée. On a des fruits et légumes en boîte, fruits au sirop, compote, haricots verts, ratatouille, petits pois. On a des protéines. Alors, protéines, poisson, boîte de poisson, de thon, boîte de sardines, steak haché surgelé et poulet, cuisse de poulet surgelée. Et puis on a de l'huile, de la farine, tout ce qui peut être le socle d'une alimentation dite équilibrée. Ça, on le reçoit, nous, entièrement gratuitement et on le donne à nos associations de manière totalement gratuite et elles doivent s'engager à le donner, elles aussi, gratuitement aux bénéficiaires. Voilà, ça va permettre d'assurer un fonds de roulement, un socle commun. Nous, après, notre mission, c'est d'aller collecter donc vous voyez, dans les pastilles qui sont à côté, donc auprès de la grande distribution, pendant notre collecte nationale, auprès des producteurs et auprès de l'industrie agroalimentaire, pour venir compléter ce FEAD. C'est comme ça qu'on va distribuer des yaourts, de la viande fraîche, du fromage. Là, cette semaine, on distribue des yaourts produits qui vont venir de cet équilibre alimentaire. Donc, c'est collecté avec nos camions, avec nos salariés dont on a parlé ou nos bénévoles. C'est stocké sur notre dépôt à Toulouse. Et après, c'est redistribué aux associations partenaires, aux bénéficiaires et via des bénévoles ou des structures classiques. On peut pas... Donc, la répartition de ces sources d'approvisionnement, c'est 44%, donc 44% des denrées qui sont issues des supermarchés, environ 22% des producteurs agricoles qui, alors, pareil, les producteurs agricoles, pour des raisons de saisonnalité, pour des raisons d'embargo, pour des raisons de quotas, peuvent avoir des surstocks. Donc, quand ils ont des surstocks, ça arrive régulièrement, de tomates, de pommes, de raisins en ce moment, eh bien, ils vont pouvoir donner ces surstocks aux associations caritatives comme la nôtre, ce qui va permettre de ne pas avoir à détruire ces stocks-là. Un des grands enjeux auxquels on aura à répondre, vous, jeunes diplômés, et nous, dans les années à venir, c'est justement autour de toutes les lois qui sont de transition écologique, de transition sur les circuits courts, sur tous les enjeux majeurs de notre planète. Bien, par exemple, aujourd'hui, il est toujours plus intéressant pour un agriculteur de donner sa production moyennant une association comme la nôtre, moyennant une défiscalisation, que de méthaniser ces produits. Si demain, par exemple, la méthanisation devient financièrement plus intéressante que donner ces produits, eh bien, les associations d'aide alimentaire seront en difficulté pour récupérer des denrées. Donc, toutes ces choses-là, c'est des vrais cas de société qu'on suit tous les jours, avec lesquels on discute en inter-associatif, avec les collectivités, avec l'État, pour vraiment arriver à être le plus pertinent et le plus vertueux possible. Voilà. Ensuite, il y a 23% de ces denrées, donc c'est issu de ce fameux FEAD, Fonds européen d'aide aux plus démunis, ou CNES, c'est la même chose pour les épiceries sociales. Et enfin, 11% de nos appros de l'année sont issus de notre grande collecte nationale. Vous voyez le bandeau qui clignote sous l'écran, je vous en parlerai à la fin de la conférence. Donc, nos moyens matériels, on peut passer à la slide suivante, merci beaucoup. Donc, on a 3200 mètres carrés d'entrepôt à Toulouse. Dedans, il y a des chambres froides et des chambres négatives, donc pour le surgelé. On a un camion poids lourd qui part tous les jours chercher des denrées. Et on a 5 camions frigorifiques qui vont aller chercher dans la grande distribution et qui vont livrer certaines de nos associations l'après-midi. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc nous, les programmes qu'on associe à nos actions,
On a une diététicienne qui travaille en temps plein aussi chez nous et qui va aller donner des cours de cuisine auprès des publics bénéficiaires. Alors, pourquoi? Parce que équilibrer son assiette, c'est pas facile, c'est pas à la portée de tout le monde. On se rend compte de ça. On se rend compte aussi que quand on est dans une situation, de précarité, souvent on fait des choses pas chères à manger et on a vite tendance à ne manger que, des pâtes, du riz, des choses qui tiennent au corps, qui sont pas chères et qui permettent de se nourrir, enfin de se rassasier plutôt, mais pas de se nourrir correctement. Et puis, on sait aussi que les personnes très vulnérables sont aussi les plus exposées, à la malbouffe. Hem, un papa ou une maman qui a des difficultés pour finir le mois et qui donc ne peut pas spécialement gâter ses enfants, eh bien va, avoir plus tendance à, lui proposer une boisson sucrée ou des chips parce que ça fait plaisir. Donc nous, on essaye aussi d'aller vers les bénéficiaires pour cette raison, pour expliquer les enjeux, d'un point de vue santé et puis parce qu'on sait aussi qu'en mangeant bien, on est plus en forme, on est en meilleure santé et puis aussi parce qu'on se rend compte que sur certains publics eh bien, on va être très content, nous, à la banque alimentaire, on va se trouver, géniaux d'avoir, distribué des choux-fleurs ou des choux de Bruxelles. Mais beh, il y a des personnes, quand on leur donne un chou-fleur ou un chou de Bruxelles, elles ne savent pas ce que c'est. Elles ne savent pas le cuisiner et elles ne savent, absolument pas qu'en faire. Donc ces ateliers cuisine, ils permettent aussi de proposer, aux personnes qui vont, ben, avoir un chou-fleur l'après-midi, ben, de montrer qu'on peut le manger, en crudité, qu'on peut le manger, qu'il faut le rincer, qu'on peut le manger vapeur, voilà. Toutes ces petites choses-là. Donc nous, l'équilibre nutritionnel, c'est le deuxième point. On y tient énormément parce qu'on sait que c'est aussi un enjeu de société et un enjeu majeur pour les plus jeunes. Et enfin, on va avoir des outils et des formations qu'on va dispenser à nos associations. Je pense par exemple à la, à la, à la, Ok, donc on a eu un problème là. La conférence a quitté. Je reviens. Est-ce que vous nous entendez? Euh, il faut, il faut réactiver votre micro. ouais. Vous m'entendez là? Super. Bon, super. Excusez-moi, je ne sais pas, j'ai été éjectée. Donc voilà, donc on a des formations comme tous acteurs de la sécurité alimentaire qu'on va dispenser à nos associations partenaires pour ben, voilà, les aider aussi dans leur travail au quotidien d'aide alimentaire avec les bons gestes et les bonnes méthodes. Je pense surtout à la chaîne du froid, de ne pas la rompre, de ne pas mettre en péril les bénéficiaires. Voilà, alors on peut passer à l'avant-dernière slide. Donc, notre impact environnemental et ce qui peut vous intéresser aussi en termes de RSE. Nous, 66% de nos denrées collectées ont été tout simplement sauvées du gaspillage. C'est-à-dire que 66% de nos denrées, si on n'avait pas été là, auraient été jetées. Ça équivaut à 7 450 tonnes de CO2 économisées chaque année. Et donc en termes d'aller-retour Toulouse-Paris, ce serait l'équivalent de 93 297 aller-retour Toulouse-Paris. Donc on peut mesurer là, et nous on commence à le mesurer parce que
On ne peut pas aujourd'hui, à l'aube de ce qui se passe, hein, on ne peut pas, ne pas, mesurer l'impact qu'on peut avoir sur notre société. Jusqu'à il y a quelques années, même jusqu'à il y a quelques mois, on se disait: «Bah, voilà, on a aidé tant de personnes, on a sauvé tant de tonnes du gaspillage». Mais finalement, on était encore très loin des considérations RSE ou de l'impact réel qu'on pouvait avoir sur notre planète, sur notre société. Aujourd'hui, nous-mêmes, c'est pas parce qu'on fait le bien, on est obligé on a le devoir de s'améliorer. On a le devoir de pousser plus loin l'anti-gaspi. Donc, pour ceux qui nous suivront, il y a, voilà, dans les projets, d'être dans une transformation encore plus vertueuse de ce gaspillage et d'arriver à traiter presque de bout en bout ce qui nous est donné. Donc ça, ce sera les grands thèmes de la banque alimentaire dans les années à venir. Voilà, et donc, on peut passer au dernier slide. Voilà, ben, on peut que vous inciter à nous rejoindre, vous qui êtes jeunes, qui êtes plein de vie, plein d'idées, sachant que nous, on a une organisation qui n'est absolument pas, et j'y tiens personnellement en tant que directrice, pyramidale, c'est-à-dire que toute personne qui a envie de venir nous aider et de faire le bien, elle est bienvenue. Alors, ça ne veut pas dire qu'on dira oui à tous les projets qui nous sont proposés, parce qu'on ne pourra peut-être pas, ou peut-être qu'on n'aura pas le temps ou tout de suite les finances. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus pour des stages, vous êtes les bienvenus pour être bénévole, vous êtes les bienvenus pour des projets, si vous voulez organiser des collectes, si vous voulez organiser une course, un concert et le faire, le faire payer en kilos de pâtes ou en kilos de riz. Voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et surtout là, avec le deuxième confinement, on a besoin de bénévoles pour la collecte nationale. Sachant que cette collecte nationale, elle nous aide à passer l'hiver et que cet hiver, encore plus que le précédent, il va être particulièrement difficile pour tout un tas de gens. Donc nous, on a besoin de reconstituer nos stocks le dernier week-end de novembre. Les missions, c'est ben, c'est s'organiser entre copains pour aller collecter dans un supermarché des denrées alimentaires auprès du grand public pendant ces 3 jours-là, ou de venir nous aider sur les dépôts à trier, ou d'être chauffeur pour faire les liaisons entre les magasins et le dépôt. Si vous êtes intéressé, vous pouvez bien nous écrire à BA comme banque alimentaire 310 310 point collecte au singulier arrobase banquealimentaire au singulier tout attaché .org. Ou vous pouvez venir voir notre site internet. Enfin voilà, vous pouvez nous trouver. Il n'y a qu'une banque alimentaire à Toulouse. On va avoir besoin, voilà, de forces vives parce que c'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour plein de gens, c'est compliqué pour plein de bénéficiaires. Là, il ne fait pas encore froid, il ne fait pas encore des températures insoutenables, mais bientôt, on va être dans le froid et il y a beaucoup de gens qui auront besoin de notre aide. Voilà. Je vous remercie à tous pour avoir pris du temps pour écouter ce que c'était que la banque alimentaire. Je vous propose maintenant de répondre à vos questions. Voilà. Merci à tous. Hop. Donc, merci beaucoup pour votre présentation, Wally. C'était super sympa. En attendant que le public pose ses premières questions, donc moi j'en ai une de mon côté. Vous êtes une alumni de TBS. Comment vous en êtes arrivé à devenir directrice de la banque alimentaire à Toulouse? Alors, moi, j'ai un parcours très classique de grande distrie. J'étais dans un grand groupe, j'ai été responsable de secteur, donc commercial. J'ai été ensuite approvisionneur, donc je gérais des flux sur des gros dépôts. Ensuite, j'étais responsable approvisionnement et responsable entrepôt dans la mode. Moi, j'ai une carrière de terrain. J'ai presque 40 ans.
j'avais fait un beau parcours et j'avais envie de j'adore mon métier, c'est important de le dire, j'adore les voilà, superviser des flux. J'aime, le côté, toujours pour hier, le côté, assez speedant, assez stressant et ça faisait quelques années que, je suis devenue maman aussi, hein, j'ai 2 jeunes enfants, je de j'avais envie de voilà, j'avais envie d'aider, mon prochain. Alors j'ai toujours trempé un peu dans le bénévolat ou dans voilà, mais j'avais envie de faire un peu plus. Je commençais à chercher, des structures, mais il y avait le côté presque, on va dire, très social qui n'est pas trop dans mes compétences et peu logistique. Et puis finalement, j'ai croisé, la banque alimentaire qui crée ce poste de direction et puis, ben, j'ai sauté dessus et ce qui fait la différence justement, c'est que moi je viens du monde professionnel. C'est-à-dire qu'il y a pas le il y a pas cette empreinte de se dire: «Bon, on fait le bien, mais on ne peut pas faire le bien sans avoir de tableau de bord, sans, gérer des coûts, sans être vigilant sur une trésorerie». Il y a un côté qui n'est pas, qui est indissociable. Donc c'est pour ça aussi qu'ils m'ont recrutée et c'est aussi pour ça que les équipes et moi, on est efficaces. Parce que oui, on est dans de l'associatif, oui, c'est on a un beau métier, mais il faut quand même payer des salaires à la fin du mois, il faut payer le local, il faut arriver à être réactif. Il y a une forme de «concurrence», entre guillemets, entre plusieurs sources de plusieurs, comment dire? Hem, bah, voilà, on parlait de la méthanisation tout à l'heure. Moi, je vais essayer d'être, efficace pour récupérer les pommes et qu'elles partent pas dans un méthaniseur. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là et c'est bien parce que justement j'ai un passé, vraiment très, professionnel qu'aujourd'hui on arrive à faire de belles choses. Et je finirai en disant que quand vous voulez parler avec d'autres, voilà, quand vous voulez aller, sur une centrale d'achat, récupérer, par exemple, des denrées qui vont être jetées, ben, c'est important d'avoir le même discours et de comprendre ce que c'est que la contrainte. Moi, quand j'étais approvisionneur, je travaillais avec les associations, d'aide alimentaire déjà, je donnais. C'est vrai que quand vous demandez parce que le stock, parce qu'un quai, c'est un quai et que ça vous coûte de l'argent d'avoir, 10 palettes de melons qui sont bloquées, quand vous leur demandez de venir, vous avez besoin qu'ils viennent dans l'après-midi. Vous pouvez pas attendre 4 ou 5 jours, qu'ils trouvent un camion, voilà, qu'ils trouvent des bénévoles qui viennent et c'est un côté, voilà, c'est un côté, qui fait, aujourd'hui la différence. Le responsable entrepôt, par exemple, que je viens de recruter, c'est pareil, c'est quelqu'un qui vient, d'un monde, industriel et de l'agroalimentaire et pour gérer autant de flux et sur un tonnage tel, c'est important d'être passé par, finalement l'entreprise plus classique. Ok, super. Une autre question, vous parlez du FEAD dans votre intervention. Est-ce que vous pouvez nous dire comment sont réparties les subventions européennes entre les différents pays entre Alors, les- alors ouais, c'est très intéressant, c'est un vrai, débat et d'ailleurs, vous avez les nouvelles campagnes là qui s'appellent le FSE qui vont arriver, il y a de gros enjeux, vous avez pas mal d'articles qui sortent en ce moment. Puisque, en fait, l'Europe, il y a des pays européens qui veulent pas dépenser autant d'argent sur l'aide alimentaire. Puisque c'est une enveloppe où il y a plein de choses dedans, hein. Il y a de la formation, il y a, l'accès aux droits, il y a voilà, c'est donc nous, la France, on a toujours beaucoup utilisé et beaucoup demandé sur l'aide alimentaire. Et d'ailleurs, le 1er jet qui est sorti pour les 7 prochaines années, il était vraiment en défaveur de l'aide alimentaire. Donc là, il y a des négociations, il y a des négociations qui ont abouti avant-hier sur l'idée qu'on aurait finalement une enveloppe plus importante en aide alimentaire. C'est des gros enjeux. Il y a voilà, c'est aussi des enjeux européens puisqu'il y a des pays, voilà, qui veulent plus mettre autant d'argent sur l'aide alimentaire. Ok, super.
Et ouais, du coup, on sait pourquoi ces pays-là ne veulent pas mettre plus d'argent sur l'aide alimentaire ou pas? Bah, parce qu'il y en a qui gèrent pas leur population en difficulté de la même façon. Voilà, il y en a qui vont vouloir gérer via des aides, via des guichets uniques, il y en a qui veulent pas être, on est quand même dans des politiques sociales, fortes en France encore, hein. On est encore dans une aide aux plus démunis assez marquée, quels que soient les gouvernements. Il y a des pays européens qui le sont moins. Ok. Et ouais, concernant la situation sanitaire actuelle, on imagine que c'est très compliqué niveau aide alimentaire. Vous nous parlez tout à l'heure de la collecte pour tous. Mais c'est quoi le vrai impact du Covid sur l'aide alimentaire? Alors, l'impact, le premier pour nous, ça a été, de passer de 12 000 bénéficiaires semaine à 20 000. On va dire, plus classiquement, une entreprise qui double, ses «clients» entre guillemets en, 3 semaines, elle est jamais prête. Elle est structurée pour, encaisser une telle vague. Bon, et puis c'était pas je veux dire, c'était pas des gens qui avaient besoin d'un service comme se faire couper les cheveux, c'est des gens qui n'avaient plus rien à manger. Donc, ça, c'est le premier impact de la crise sanitaire, sachant que on ne savait pas, nous, cet été, si le fait d'être déconfiné allait rediminuer le nombre de bénéficiaires, puisqu'on avait des bénéficiaires qui étaient aussi bénéficiaires parce qu'ils étaient dans une situation comme les personnes qui étaient logées à l'hôtel pour être mises à l'abri, ou les personnes des squats et des campements qui devaient rester sur leurs squats et campements pendant le confinement. On ne savait pas si le fait de déconfiner allait leur permettre, et puis tous les autres, de revenir dans un circuit plus, on va dire, plus classique. Euh, Malheureusement, si on veut employer des mots réels, un circuit plus classique, c'est la mendicité. Pendant le confinement, il y a des gens qui ne pouvaient pas aller faire demander l'aumône. Vous avez aussi euh, toutes les personnes qui vont d'un point de distribution alimentaire à un autre, qui se retrouvaient sans pouvoir se déplacer. Donc, on s'est demandé cet été si le chiffre allait se maintenir ou diminuer, et malheureusement, le chiffre est maintenu. C'est-à-dire que nous, on n'est jamais redescendu à 12 000 bénéficiaires, on est toujours resté autour de 20 000. L'autre impact, c'est que les gens qui grossissent les rangs d'aide alimentaire aujourd'hui, c'est des gens qu'on n'avait jamais vus, qu'on ne connaissait pas. Alors, les personnes qui sont licenciées, certes, mais c'est aussi beaucoup d'intérimaires qui n'ont pas retrouvé de boulot en intérim. C'est beaucoup de personnel, par exemple, qui travaille dans la restauration, qui mangeait sur place, parce que souvent, on sait que dans la restauration, on mange pendant son service, enfin, avant son service, pardon, et qui se sont retrouvés avec non seulement plus de boulot, mais aussi tous les repas à prendre en charge. Et on a beaucoup aujourd'hui de travailleurs indépendants, voilà, le coiffeur, la personne qui avait sa petite boutique et qui, a, plus de trésorerie, et qui avait mis voilà, qui avait mis toutes ses économies dans sa structure, et qui ne peut pas s'en sortir. Donc c'est ce qui nous inquiète le plus, c'est que ça, on ne sait pas le mesurer. Personne aujourd'hui ne peut dire, combien de personnes vont être dans la grande précarité dans les semaines, dans les mois à venir. On a les étudiants aussi, hein. Les étudiants, on savait déjà qu'il y avait un étudiant sur 4 qui ne mangeait pas correctement en France. Là, on sait que le chiffre a explosé. J'imagine. Bon, ben, niveau timing, on est un peu récrac, donc va falloir Oui. conclure la présentation. Donc déjà, ben, merci beaucoup pour votre présentation, Aurélie, c'était super sympa. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aussi. Pour le public, sachez donc que l'intervention sera rediffusée sur le YouTube de TBS. Et comme c'était la dernière conférence de la matinée, on va conclure les années avec cette conférence. Et donc, on peut se donner rendez-vous en présentiel le 1er avril, si on peut être en présentiel le 1er avril, pour une édition bis où il y aura donc les Eco Awards et des ateliers et probablement d'autres conférences.
Et donc, merci beaucoup Aurélie d'avoir pris le temps Merci à tous. Merci à d'avoir fait tous. ça. Et Merci, bravo pour vos actions. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.